Salut tout le monde. Aujourd'hui, on reçoit Romain Guérin, préparateur physique de rugby narbonnais, avec mon confrère Nicolas Jenotte. Alors, on va laisser Romain se présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Romain Guérin. Je suis préparateur physique au Racing Club Narbonnais. Et merci de m'accueillir, pour vos super podcasts. C'est cool. Alors, Romain, parle-nous un petit peu de toi sur ton parcours déjà scolaire, sportif, comment t'en es arrivé là, etc., etc. J'ai un parcours assez classique. J'ai fait la fac de sport. J'ai commencé à Gap. Puis je suis retourné à Marseille pour rebasculer à Montpellier. Au milieu, j'ai fait une tentative d'une année de prépa kiné. Et j'ai passé le concours en externe aussi. Et puis voilà. À la fin de mon master 1, j'ai signé mon premier contrat avec le centre de formation de Provence Rugby. Et du coup, j'ai fait mon master 2 en ce qu'on appelle en statut étudiant salarié, quoi. J'étais déjà en structure et puis voilà, l'aventure s'est lancée. J'ai fait 8 saisons à Provence Rugby et là, je suis au milieu de ma deuxième saison au Racing Club Narbonnais. Voilà Et comment es-tu arrivé au rugby en fait? Tu étais joueur avant ou c'est un hasard? Alors ouais, j'ai pratiqué pendant plus de 10 ans, Ah ouais. mais à un niveau, un très bon niveau. J'étais pas très très bon joueur de rugby. J'ai adoré ça, mais j'adore toujours ça. Mais c'est pas mon niveau sportif qui m'a amené là. Moi, j'ai eu la chance de faire un stage assez exceptionnel pendant mon master 1, puisque j'étais avec Bertrand Valsin et Jean-Yves Cochon, qui sont les entraîneurs des épreuves combinées à Montpellier. Donc, j'étais avec Romain Barras et Kevin Meyer. Et puis, quand j'ai mis ça voilà, quand ça s'est un petit peu su, même si c'était un stage d'observation, hein, tu fais pas grand-chose. Mais voilà, ça m'a donné un petit coup de boost pour la suite. Après, j'ai eu Olivier Morelli qui m'a accepté. J'ai pu aller voir un petit peu comment ça se passait au centre de formation du handball à Montpellier. Mhm. Et ça a fait que derrière, le club d'Aix, ça a pu démarrer. J'étais en contact avec la personne qui dirigeait le centre de formation, puisqu'on avait joué au rugby l'un contre l'autre. Et puis voilà, grâce à ces stages sympas, il a cru en moi et c'est top. Voilà, Tu as c'est toujours sympa. voulu travailler dans le sport ou ça s'est fait comme ça sur le tas? Depuis mon entrée à l'université, c'était sûr. Avant, non. Très honnêtement, je voulais être médecin. Euh, et c'est le système scolaire qui m'a découragé de le faire parce que j'étais pas un super élève. Et j'étais pas un mauvais élève, mais j'étais pas un super élève. Et on te dit que voilà, il faut être absolument un super élève. C'est en quoi je suis pas forcément persuadé, puisque je pense que quand tu es passionné, ensuite, tu peux réussir plein de choses. Et alors que quand tu apprends des choses qui te passionnent pas, c'est sûr que tu es moins performant. Et, tu vois, mes notes, quand je suis rentré à la fac, elles étaient très moyennes. J'ai eu mon bac avec 10,00. J'ai validé mes masters avec mention à chaque fois. Et mes notes, elles ont fait que monter au fur et à mesure des années, au fur et à mesure que ça me plaisait. Et donc, je pense que c'est comme ça un petit peu pour tout le monde. Ouais. Ah, la passion, ça fait le résultat, hein. C'est toujours ça. De toute façon, à Je, partir du je- je- moment où tu aimes ce que tu fais, tu es meilleur. C'est obligé parce que tu y mets je du suis cœur. passionné. Donc, c'est obligatoire, ça. Mm. Tu as peut-être des questions, Nico? Le parcours, pour le moment, comme a dit Romain, c'est classique. Moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est un petit peu quelle est sa philosophie derrière la préparation physique, parce que je suppose quand même qu'il est spécialisé pour tout ce qui est rugbyman. Comment ça se passe une journée typique chez toi, Romain? Comment ça se passe une journée type? On arrive au club moi je suis un matinal, donc j'arrive assez tôt, avant 7h, 7h. Mhm. Et là, faut toujours t'adapter, donc en fonction de ce qui s'est passé la veille, des nouvelles du matin. On commence les journées généralement, en ce moment on commence avec les prises de température et questionnaire médical et ainsi de suite. Mhm. Et ça c'est c'est spécifique à cette année.
Non, sinon, les journées, elles commencent quasiment tout le temps par du monitoring. Donc, c'est-à-dire qu'on va évaluer un petit peu par différentes méthodes. Et ça va être fonction des staffs, des différents types de prépa, mais un petit peu l'état de forme. L'idée, c'est de voir un peu comment sont tes athlètes. Ensuite, on a souvent une période de ce qu'on appelle préhab, donc qui va servir à deux niveaux. Ça va être de mettre les athlètes en route. Et aussi, c'est dans ces moments-là où on va travailler un petit peu toutes les faiblesses individuelles des gars pour essayer de limiter les pépins. Et puis, durant ce moment-là, il y a aussi les derniers bilans kinés qui se font. Tu vois, ça fait une période un peu tampon. Généralement, derrière, on bascule sur un bloc d'entraînement de rugby avec de la vidéo souvent avant. Et on finit la matinée par du travail individuel, repos, et on revient l'après-midi pour travail de préparation physique. Moi, j'adore fonctionner en dissocié complet. Je pense que pour moi, ça me correspond mieux et ça correspond mieux à l'entraînement des joueurs, je pense, même s'il y a plein de... C'est pas bien de dire ça parce qu'il y a plein de gros clubs, de très très gros clubs qui fonctionnent en journée continue, mais pour moi, c'est pas que forcément l'idéal. Donc voilà comment j'essaie de travailler. Et comment tu testes? Qu'est-ce que tu utilises comme test en fait pour évaluer la condition des joueurs en arrivant? Ouais, j'allais y venir parce qu'en fait, il y a tellement de tests différents. Il y a le test de Cooper, tu as le Bronco test aussi qui peut être, enfin, moi, je dirais pas intéressant parce que Bronco test, c'est aussi très général, parfois trop général. Ça dépend un petit peu des philosophies. C'est assez intéressant d'avoir ton point de vue à ce niveau-là. Alors, je suis pas sûr que vous parliez de la même chose. Steph, tu parlais des tests du matin, du monitoring. Ouais. Ah ouais. Là, tu parles plutôt du testing général des joueurs. Ouais, ben, en fait, tu vas pouvoir répondre aux deux comme ça. Ça, c'est fait. Ouais, vous voulez que je commence par laquelle? Celle que tu veux, de toute façon, ça va. Tu sais, on a le time, on a l'occasion de t'écouter aujourd'hui, donc c'est bon. Ça va. Bah, vu qu'on est le matin, je vais parler un petit peu du monitoring. Alors, sur le monitoring, il y a des millions il y a vraiment beaucoup de choses à mettre en place. Moi, je fonctionne énormément avec le questionnaire de wellness. Donc, c'est un questionnaire où tu poses des questions aux joueurs sur différents items. Savoir s'ils sont fatigués, s'ils ont bien dormi, s'ils sont stressés, s'ils ils ont des douleurs sur différentes parties du corps. Et grâce à ces résultats-là, en fait, ça nous donne des scores et ça peut nous donner une idée d'état de fatigue des joueurs. Pour moi, c'est la chose la plus importante. Et pourquoi, en fait, presque les scores, je m'en fiche un petit peu. C'est parce que ça m'oblige à aller discuter avec tous mes joueurs, un par un. Et je l'ai fait avec une appli. J'avais un partenariat avec une application. Je faisais avec une application qui était géniale parce que j'arrivais le matin, j'avais mes graphes tout prêts, tout était. Mais par contre, je discutais pas avec mes gars le matin et ça, je pense que c'est primordial en fait. Ce questionnaire, il est magique. On s'en fiche en fait, mais par contre, ça me fait faire le tour de tous mes gars. Et avec je commence à avoir un petit peu d'expérience et tu commences à connaître les mecs avec qui tu travailles. Et là, tu vois tout de suite s'il y a un pépin, s'il n'y a pas un pépin. Tu peux juger de la gravité juste en discutant, en regardant le regard, en regardant la manière de bouger, en regardant. Et pour moi, c'est la première chose à faire le matin. C'est parler avec les mecs et voir dans quel état d'esprit ils sont. C'est vraiment très, très important. À ça, tu peux ajouter des millions de choses. On a fait tester la flexibilité, la raideur des ischios. Tu peux tester le grip des joueurs pour voir où ils en sont. Ça corrèle un peu avec la fatigue. Tu peux tester les sauts. Il y en a qui testent l'urine. Tu peux mettre vraiment beaucoup, beaucoup de procédés en place. Après, ça va dépendre du staff dans lequel tu es. Quand j'étais à Provence Rugby, on était plus nombreux, donc tu peux permettre de faire plus de choses. Là, on est un petit peu moins nombreux, donc il faut aller un peu plus à l'essentiel. Et pour moi, l'essentiel, c'est de discuter avec les gars parce que c'est le meilleur moyen de voir. J'ai oublié la pesée, tu vois. On peut faire la pesée, tu peux faire la masse grasse, ça aussi. Le poids, pour moi, c'est très, très important. Puis ça corrèle avec énormément de choses, surtout avec le psychologique. Et donc voilà, tu as beaucoup d'indicateurs, mais il faut qu'ils te correspondent à toi, et que ce soit des choses dans lesquelles tu crois et que ça parle à tes joueurs aussi.
Et ça, c'est très important. Il faut que ça ait du sens pour les mecs. Ouais, tout à fait Ça ait du d'accord. sens pour les mecs parce que sinon, ils s'impliquent pas. Sinon, ils te répondent pour te faire plaisir et ça n'a pas d'intérêt. Euh, tu vois, moi, j'avais pas mal de gars à un moment et ils voulaient me faire plaisir. J'avais jamais de douleur, jamais essayé les machines. On va monter la dose, on va monter la dose. Putain, je savais très bien que ça marche pas. Et je leur dis, je suis comme un capitaine, mais si vous me donnez pas les indications pour naviguer, bah, ça va pas bien se passer, quoi. Ouais, c'est clair. C'est un job d'équipe, en fait. Voilà. Ouais, entièrement d'accord avec toi parce que le truc, c'est que, allez, après avoir analysé aussi, ça fait combien de temps en fait que tu es dans la prépa? Mais ça fait 10 ans. 10 ans. Ça fait Bah, 10 saisons voilà, pleines. moi, je vais attaquer ma sixième année. Si cette période veut bien finir, ça sera ma sixième année l'année prochaine. Tu feras Mais s'il y a coiffeur, bien sinon. déjà des choses que j'ai pu déceler, euh, s'il y a bien des choses que j'ai pu déceler, déjà, c'est le fait qu'on peut construire le meilleur programme du monde, mais si l'athlète n'adhère pas à ce programme, il y aura de moins bons résultats que si le programme est plutôt moyen, mais que l'athlète accroche et croit beaucoup à ce que tu as construit pour lui. Et ça, il y a des grands préparateurs qui l'ont créé et qui l'ont certifié notamment. Il y a Poliquin, il y a Christian Thibaudeau. Et je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Il vaut mieux un programme moyen, mais que l'athlète croit forcément à son programme et ait ce facteur motivationnel, qu'un super programme, mais que l'athlète traîne du pied pour aller s'entraîner le matin. Forcément, il y aura moins de résultats au final. Tu vois, là, je vais rebondir là-dessus parce que l'autre fois, j'avais Benjamin Delmoral, vous connaissez tous les deux. Il était à la maison parce que justement, on travaille sur le livre qui traîne, hein, mais qui avance. Il me disait une chose très intéressante. Il me dit, avec toutes ces années d'expérience, je suis convaincu que tous les systèmes de programmation sont bons à partir du moment où c'est fait avec intelligence et que la personne y croit. Ouais. Voilà. Et je pense qu'il a tout résumé dans cette phrase et c'est valable dans tous les domaines en fait, je pense. Hein. C'est quelque chose où, du moment que la personne elle est convaincue que ça va fonctionner, l'aspect psychologique crée automatiquement des résultats positifs. Ouais, Et c'est ça, assez c'est dingue. inévitable. Et je pense que ça, c'est des choses qui, à mon avis, tu vois, c'est un petit peu ce que tu disais, le rapport humain que tu as avec tes joueurs quand tu vas leur parler, c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école, ça. C'est quelque chose que tu apprends sur le terrain et que tu fais parce que tu es passionné. Et c'est ça qui te fait faire, en fait, ces choses-là. Mais ces choses-là et ces indicateurs que tu vas trouver dans le regard, dans l'œil, dans, je sais pas, un grimacement, n'importe quoi qui va te donner une indication en te disant, lui, il me ment ou lui, il me cache quelque chose, ça peut tout changer. Et ça, c'est quelque chose que je trouve de très, très intéressant dans ce que tu viens de dire. C'est assez dingue hein, parce que ça me fait penser un petit peu à la synergologie. Donc, j'avais suivi un module, on ne peut pas parler d'une formation, moi je ne suis pas du tout formateur, mais ça m'intéressait beaucoup. En fait, c'était savoir analyser le langage corporel de la personne. Et c'est toujours un indicateur, c'est-à-dire que on regarde, si la personne regarde plutôt du côté gauche avec les yeux qui partent vers le bas, tu peux sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas sans qu'il exprime quelque chose. Et c'est pour ça que c'est important derrière d'avoir un contact humain avec ces athlètes parce que derrière l'application, tu ne sais pas voir si la personne te cache quelque chose ou pas. Ce n'est pas nécessairement mentir, mais c'est peut-être cacher un mal-être et toi, tu vas peut-être être justement ce levier qui va faire en sorte que la personne se sente mieux et continue de performer et surtout se sente bien dans sa tête. Quoi. Et puis, chaque individu a ses propres tics. Quand tu connais bien la personne, tu sais que quand ça ne va pas, il a toujours le même tic. Ça peut Ouais. être un haussement d'épaule, ça peut être un regard vers le bas, comme tu dis, ça peut être les jouer avec ses mains. Ouais. C'est des choses où tu sais tout de suite s'il y a un truc qui ne va pas en fonction de choses qui répètent systématiquement par rapport à une action. Ça, je trouve que c'est vachement intéressant. En tout cas, c'est super intéressant ce que tu as dit, Romain. Et moi, je vais rebondir sur tes méthodes d'entraînement, parce qu'on échange beaucoup tous les deux ces derniers temps par rapport aux méthodes d'entraînement. Alors, je sais que tu t'intéresses à tout, mais néanmoins, tu t'intéresses beaucoup au mouvement comment dire, dissocié, plus, comment dire, je trouve pas le mot. Tu es plus, en fait,
Réponds à ma place, c'est mieux. Non, 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 je vois pas ce que vas-y, tu veux vas-y. dire en fait. En fait, t'es plus dans tu m'expliquais en fait qu'il y avait beaucoup de gens qui travaillaient uniquement sur des mouvements dissociés, c'est-à-dire qu'ils faisaient du coucher, après ils faisaient du squat, après ils faisaient du machin, et puis il y en a d'autres qui préféraient faire des circuits, combiner plusieurs mouvements. Et toi, en fait, qu'est-ce que tu préfères travailler pour tes joueurs? Voilà, j'y arrive. Le matin, je suis désolé, plus de café en plus. Alors. Ah voilà. Euh, je vais te faire une réponse de préparateur physique. C'est ce Mon que je préféré, veux. ça dépend. Voilà. C'est la meilleure réponse qu'on peut donner. C'est un truc de Voilà. fou, ça, parce qu'on en a parlé justement avec Stéphane. En fait, le préparateur physique qui va réfléchir un petit peu, la meilleure réponse qu'il peut te donner, c'est ça dépend, en fait. Ça Ça dépend. dépend. Ouais, parce que le propre de notre travail, c'est d'être capable de s'adapter et de répondre à des problématiques. Et c'est ça qui doit être primordial et qui doit nous animer. On doit essayer de répondre à la problématique de chaque joueur en étant réaliste, c'est-à-dire qu'on est souvent allez, dans les plus gros staffs 3, 4 pour 40, 45 joueurs. Donc, on va pas se mentir, on ne peut pas faire du travail ultra individualisé et Ah on oui. n'a pas la précision de travail que pourrait apporter un suivi individuel pur si on travaillait à temps complet avec un seul athlète. Et toute notre problématique, c'est d'essayer de faire progresser tout le monde en étant le plus individuel possible, même si j'aime pas trop ce mot, mais en fait, il faut tirer large et en essayant d'être quand même précis. Alors, c'est un petit peu contradictoire ce que je veux dire, mais pour moi, ça reste un sport d'équipe. Je vais essayer d'éclaircir un petit peu mes propos. Ça reste un sport d'équipe et en fait, alors c'est mon expérience, ça vaut ce qu'elle vaut. Je me suis rendu compte que quand tu veux trop cibler les individus, et que par exemple, tu es dans une salle où tu as moi, je suis monté jusqu'à 5, 6 groupes différents d'entraînement. Donc, nous, on fonctionne souvent en prépa en demi-groupe. Donc, souvent un groupe avec les avants. Donc, ça fait plus que 20 joueurs à peu près. Et quand dans ces 20 joueurs, tu as 5, 6 groupes différents de travail, les mecs bossent pas en même temps, font pas les mêmes trucs. Et au final, tu perds de l'énergie. Et tu perds cette envie, ce travail collectif, se dépasser, ce challenge qui fait que la séance, elle devient bonne en fait. Vous avez tous eu ces séances-là où tu es à plusieurs, puis à un moment, il se passe ce truc, puis ça part en folie, puis et hop, et là, tu bosses vraiment, et c'est un peu quand tu rentres dans la zone, là, et bam, ça travaille fort. Et toute la difficulté pour moi, c'est de créer cet environnement-là, un environnement collectif propice à la performance en maintenant une certaine individualisation. Et ça, c'est ma problématique en fait, sur l'organisation très très générale. Hein. C'est-à-dire qu'il faut que les mecs aient une base de travail commune parce qu'il faut qu'ils bossent ensemble. Parce qu'on fait un sport où tu as besoin de pouvoir aller aider ton coéquipier. Voilà, c'est trop important. Et en même temps, à l'intérieur de ces blocs communs, il faut trouver des zones et des espaces d'individualisation qui vont pas faire redescendre la mayonnaise. Et ça, c'est vraiment compliqué. J'attache beaucoup d'importance à l'ambiance euh, dans la salle. J'essaye. J'y arrive pas tout le temps. Hein. Mais pour moi, c'est primordial qu'il y ait une bonne ambiance, que ça soit un peu électrique, là, que ça monte, que tu as envie de bosser, que voilà. C'est primordial parce que ça rejoint ce que tu disais, Nico. C'est que si tu crées pas ce contexte-là, tu as beau avoir le meilleur programme, ça marche moins bien, quoi. Et combien de fois tu donnes. Voilà, j'ai individualisé énormément plus avant. Et puis les mecs se retrouvaient un peu en cachette dans la séance. Je les voyais basculer d'un atelier à l'autre pour se retrouver ensemble et se challenger en fait. Et du coup, là, je me suis dit, bon, c'est peut-être pas la meilleure. Ok, sur le papier, c'est top parce on vend l'individualisation, mais peut-être que dans un sport comme le nôtre, bah, c'est peut-être pas adapté. Et ça, Ah, c'est hyper important, je pense, de coller à la culture. On n'entraîne pas un joueur. Pour moi, un joueur de rugby, un joueur de foot, au final, tu as une grosse partie qui pourrait être commune, puisqu'on parle de vitesse, on parle de différentes formes et de zones de vitesse différentes et d'accélération. À un moment, pour faire courir vite un mec,
ok, tu as plusieurs solutions, mais tu as des grands principes qui vont se retrouver. Mais ce qui va différer, c'est vraiment la culture des mecs. Et ça, si tu colles pas à leur culture, c'est pareil. Là, il faut trouver un juste dosage entre l'ouverture vers autre chose et coller à leur culture pour que les mecs adhèrent. Et Le rugby, ça reste un sport d'équipe par rapport au foot où les gens, il y a quand même un rapport de force avec la mêlée, il y a quand même quelque chose où ils sont plus proches les uns des autres qu'en foot où ils se font simplement des passes avec un ballon. C'est quand même un sport où il y a Tu es quand obligé même d'être soudé, en fait. Hein. Tu es ouais, obligé d'être soudé. voilà, quand tu vois des mecs en mêlée, si tu t'entends pas avec le mec avec qui tu es à côté de toi, ça pose un problème, quoi. Tu vois, je ouais, pense c'est compliqué. c'est vrai ce que tu dis, cet esprit de culture, et puis le rugby par lui-même a une culture familiale. Le rugby, généralement, voilà, ça vient de la campagne, c'est un sport qui crée qui crée, comment dire, des liens très très forts, moi je trouve, par rapport au foot, où au final les joueurs sont très individuels. Hein. Après, je connais pas du tout l'univers du football, donc voilà, je me permettrai pas d'en Moi, je parle parler. d'un point de vue extérieur, je ne connais pas non plus. Hein. Ouais, j'ai pas de. Mais voilà, c'était juste pour dire, dans l'entraînement, en fait, c'est toujours difficile. Je trouve qu'on fait un métier où c'est dommage parce qu'on se critique tous beaucoup. Et La en fait, France. c'est terrible parce que on peut parler de rien tant qu'on n'a pas le contexte. Mm -mm. Mais c'est vrai pour tout. Ouais, ouais. On peut se permettre de rien juger tant qu'on n'a pas le contexte parce que notre métier, il est contexte dépendant. La séance du jour, elle est contexte dépendant. Des fois, tu vas regarder mes séances, tu vas te dire, déjà, il respecte pas ce qu'il y a écrit sur le papier. Tu vas dire, il avait écrit ça. Ouais, sauf que j'ai eu des scores le matin, j'ai vu que ça allait pas. Il faut changer, il faut mettre un coup de dynamisme, il faut envoyer la sauce. Et tu vois, enfin, tu vas dire, oh, la séance, elle est trop facile ou elle est trop élevée. Ouais, mais aujourd'hui, j'ai senti que. Et tu peux même pas l'expliquer. C'est j'ai senti qu'ils étaient bien. Il faut monter, il faut aller chercher cette zone d'intensité parce que ça correspond à un besoin. Il y a de l'euphorie, il y a tout ça. Et donc, enfin, voilà, si on regarde mon travail de l'extérieur, des fois, on se dit, c'est bizarre, quoi. Et alors qu'en fait, c'est juste s'adapter au contexte. Et ça, je pense que on l'oublie tout le temps. Oh, pardon. Et l'émergence des réseaux sociaux aussi fait que tout le monde juge un petit peu le travail de tout le monde sans connaître les contextes. Enfin, voilà, on parlait des joueurs de foot et on leur tombe souvent dessus quand on voit les contenus des séances. Alors oui, il y a des choses, des fois, c'est bizarre, mais il faut prendre du recul On ne connaît pas le contexte. exactement. Et moi, j'ai des joueurs qui ont été internationaux, alors qu'ils sont un peu plus vieux, puisqu'ils sont en la division aujourd'hui, qui ont été internationaux, qui ont eu des carrières de folie. Si vous les voyez bouger en séance de prépa, je vais vous dire, c'est pas possible, quoi, parce que les mecs, ils maîtrisent pas tout. Et pourtant, J'ai eu l'exemple, en fait, notamment avec un joueur de D2 en football. Donc, franchement, un beau gabarit. Mais quand je l'ai réceptionné, je me suis dit, purée, c'est pas possible, quoi. Je dis, le mec ne savait pas faire un squat correctement. Enfin, bref, je vais pas faire un topo, mais c'était catastrophique. Mais ce gars est un espoir de D2. Et effectivement, quand tu as le retour de ces joueurs, les gens croient beaucoup en lui parce que c'est un acharné du terrain. Donc maintenant, il a progressé, il doit continuer de progresser. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas se faire une idée de juste quand on regarde une vidéo, on ne peut pas juste se dire ouais, c'est mauvais ce qu'il fait. Si on regarde les lanceurs de javelot, je pense qu'il y a l'Allemand Johan, je sais plus comment il s'appelle. On regarde une de ses sessions sur Instagram. Il fait un espèce de skull crusher à la barre en combiné développé couché. Si on voit ça, on se dit le mec, il fait n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il fait son préparateur physique? Mais en fait, ce que le préparateur physique fait, c'est très, très malin, dans le sens où il combine les mouvements parce qu'il a compris que le mouvement est plus important sur une certaine phase que l'exercice en soi. Et c'est ça qui est assez hallucinant. Et je rejoins ton avis aussi sur la faculté d'adaptation parce que j'ai fait une erreur l'année passée sur un athlète de street lifting où en fait on avait planifié un plan, il était en compétition, donc c'est un peu un dérivé du powerlifting. Le street lifting, ça vient des calisthenics, c'est en fait le squat
les tractions, les muscle-up et les dips les plus lourds possibles sur une répétition. Je ne sais pas. Et j'avais fait une erreur. Si, on a ça en France. Je pense qu'il y a en France. Je pense qu'il y a en France. C'est en pleine voie de progression là-dessus. Et je pense qu'il y a pas mal d'athlètes français qui sont encore assez réputés, mais ça reste du niveau amateur. Ils sont en train de créer des grosses fédérations et tout ça, d'ailleurs à peine il y a 2-3 ans. Et j'ai fait une erreur majeure que, à mon avis, je ne referai sans doute plus, mais qui a servi de leçon, c'est qu'on avait un plan d'action, sauf qu'à un moment, l'athlète se sentait fatigué et j'ai laissé la charge du plan de départ pour passer en fait sa répétition, et chose qui n'a pas réussi. C'est comme 3 essais en powerlifting. Et donc finalement, il avait une chance inouïe d'avoir podium, et finalement, on a échoué. Et donc, j'en reviens justement à ce principe de départ, c'est savoir adapter. Quand on écrit un programme au tableau ou qu'on a planifié la séance, mais qu'on voit directement qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il ne faut pas nécessairement s'en tenir à ce qu'on a planifié. Si l'athlète, ça va pas, ça va pas. On ne peut pas planifier les éléments extérieurs. S'il a mal dormi, s'il ne se sent pas bien, s'il est cramé physiquement, il faut savoir adapter en dernier recours. Et c'est ça aussi la capacité qu'un préparateur physique doit avoir. Moi, je vais rebondir sur autre chose. Je m'excuse, Romain. Je rebondis juste sur un truc que je t'ai vu faire à plusieurs reprises. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime bien, c'est la justesse en fait de tes publications. Et c'est en ça que j'étais venu te parler la première fois. C'est-à-dire que tu vas faire des mouvements et des fois, tu dis tel mouvement triché parce que c'est un mouvement que tu vas adapter pour une telle situation. Et tu contextualises vachement les choses dans tes publications. Et c'est ce que j'aime beaucoup parce qu'en fait, justement, tu empêches tous ces gens de dire ah, mais là, le mouvement, il le fait mal, machin et tout. Non, tu expliques bien que tu le fais de telle et telle manière dans un cadre bien précis. Et donc, ça empêche la polémique. Et moi, c'est ce que j'avais beaucoup aimé. C'est-à-dire que tu es toujours un petit peu dans la recherche de la spécialité par rapport à ta discipline, quoi. Ouais. L'idée, c'est des fois, c'était de trouver un petit peu les chaînons manquants entre la prépa et le terrain. Alors après, sans vouloir tomber dans l'ultra spécificité, parce que mais c'est mon avis encore une fois, moi, j'y crois pas trop. Il n'y a pas que ça, oui. Pas possible. Mais j'aime bien que ça colle, surtout en fait sur les coordinations entre les différents muscles. C'est ça qui est assez important pour moi. Je m'avais parlé, je prends l'exemple du curl triché. Et en fait, c'était parti d'un constat simple, c'est que nous, dans toutes nos situations de lutte, mais en fait, presque, après y avoir réfléchi, presque toutes les situations de lutte, peu importe quel sport, tu retrouves toujours tirage du haut du corps, des bras, avec de l'extension de bassin. Et j'avais envie d'entraîner cette coordination-là. Et tu peux la faire sous différentes manières, mais c'était entraîner cette extension plus le tirage. Et ça rejoint un petit peu en étant très humble là-dessus, ça rejoint un peu le travail que propose Franz Bosch, beaucoup plus simple. Mais c'est de dire, tu as des joueurs qui vont être capables d'exprimer dans ces mouvements trichés des taux de puissance qui vont être faramineux, et alors que sur des mouvements stricts, ils ne sont pas capables. Et souvent, ces mecs-là, en plus, ils le transfèrent énormément sur les terrains. Et c'est aussi rajouter de l'intelligence motrice, permettre à l'athlète de travailler avec ses préférences motrices à lui. Et ça, pour moi, c'est très important. Je vais essayer de m'expliquer. Si tu fais, t'arraches un objet du sol, comme sur un curl triché, peut-être que si tu es très très fort de la chaîne postérieure, tes bras ils vont simplement fonctionner en isométrique et tu vas tout actionner avec tes fessiers, tes extenseurs du rachis. Et à l'inverse, tu as un athlète avec un deuxième profil, mais il n'a pas une chaîne postérieure très très forte. Par contre, il a des bras, c'est des vérins. Et lui, il va juste peut-être fonctionner à l'inverse. Il va bloquer sa chaîne post pour la permettre juste d'être stable et de créer de la force avec ses bras. Et si tu entraînes les deux dissociés, tu peux pas permettre à cet athlète A et cet athlète B de développer leur max de puissance. Avec le mouvement triché, tu leur mets un cadre et hop, ils peuvent s'exprimer de la meilleure manière possible pour eux.
Et ça, ils vont le transférer sur le terrain parce que l'athlète, si tu fais faire que des curls, celui qui a la chaîne postérieure forte, ok, tu travailles son point faible, mais le temps que tu le renforces, il n'y a pas de transfert avec le terrain puisqu'il ne va pas réutiliser ce mouvement-là et inversement pour l'autre. Vous comprenez un petit peu la... Ouais, Je sais pas si carrément. Tout à fait. Ah ouais, si. Et en fait, dans cette idée de mouvement triché, l'idée, c'est vraiment de pouvoir permettre à l'athlète de s'exprimer avec ses coordinations intermusculaires spécifiques à lui, en fonction de ses points forts. Parce que c'est ce qu'il va utiliser lui après sur un terrain. C'est pareil pour les sauts. Euh, Quand tu vas sauter, tu vas faire un contre-mouvement au départ. Euh, ça viendrait à l'idée de personne de donner une amplitude de contre-mouvement. On va laisser l'athlète s'exprimer et en fonction de sa force sur ou la chaîne antérieure ou la chaîne postérieure, il va utiliser plus ou moins une bascule de bassin importante pour activer tel ou tel groupe musculaire. Et si on lui met un cadre avec une technique stricte sur un appel de saut, eh ben on diminue ses performances. Alors que si on le laisse s'exprimer et qu'on lui donne seulement une consigne d'atteindre une hauteur ou une distance maximale, et on le laisse s'exprimer comme il veut, et ben on va travailler avec ses points forts. Et en fait, le débat, il n'est même pas de renforcer point fort ou point faible là-dessus. Pour moi, c'est parce qu'il faut faire les deux. Le débat, il est juste d'être dans le transfert. Parce que dans le transfert, quand je vais être sur un terrain, je vais plus avoir de réflexion. Le corps, il va fonctionner en automatisme. Personne ne réfléchit à ce qu'il fait. Quand j'ai une situation de lutte, d'un coup, il faut que j'arrache un ballon. Je vais pas, j'ai pas le temps de me concentrer sur un schéma moteur. La seule chose que j'ai en tête, c'est arracher le plus fort possible. Et dans ce cas-là, le cerveau, il donne l'ordre et il recrute les muscles les plus forts dans l'ordre où ça leur va le mieux pour créer le plus de puissance possible. Et donc, les mouvements trichés permettent de renforcer, de travailler dans cette spécificité-là. Je sais pas si super intéressant. J'ai été assez clair. Ah, tu as été super Non, c'était clair. En tout cas, clair, c'était pour bien nous, précis. c'est très clair et c'est super intéressant ce que tu viens de dire. Après, je pars pas dans le... Je fais pas que ça. On en a parlé hier. Je suis pas du tout quelqu'un d'exclusif et je pense que c'est encore une fois, c'est contextuel. Je vais reprendre l'exemple des curls trichés, mais il y a un million d'autres mouvements. On commence pas par ça. Il faut créer une base. Il faut être capable, juste pour que le mec puisse, au-delà de tout le reste, il faut juste être capable que le gars le fasse en sécurité. Parce que ça va demander des charges très importantes, ou si pas de charges importantes, des vitesses très importantes et des accélérations importantes qui vont créer des charges virtuelles importantes. Et donc des stress mécaniques super élevés. Et donc, si on n'a pas un athlète qui est un minimum préparé pour faire ça, on court à la catastrophe, c'est sûr. J'en fais pas tout le temps non plus. Voilà, ça doit arriver. C'est vraiment ce chaînon manquant avec le terrain, sans rentrer dans des choses ultra spécifiques où je viendrais calculer l'angulation d'arrachage sur un terrain avec un ballon, où là, pour moi, on se trompe. C'est mon avis, encore une fois, attention. Mais pour moi, on se trompe. Et voilà. Ça reste général, mais avec un peu plus de liens spécifiques. Et surtout, encore une fois, c'est l'idée de permettre aux joueurs de s'exprimer comme ils vont le faire sur le terrain. Alors, je vais faire un petit parallèle avec ça parce que ce que tu dis, c'est vachement intéressant et je vais faire un tout petit parallèle avec notre discipline et je pense qu'il sera d'accord avec moi. Quand tu parles de contextualiser, tu vois, en fait, c'est exactement ce que j'explique dans mes formations et quand je coach mes athlètes quand on parle de technique. C'est-à-dire qu'on vient avec une base technique, d'accord? Comme toi, tu arriverais, par exemple, avec tes mouvements de base et en fonction de l'individu, comme tu l'as cité, tu vois, on va contextualiser la technique. C'est-à-dire que si j'ai un individu qui est fort en cuisse, on va utiliser une technique qui va solliciter un peu plus les cuisses parce que c'est ses points forts. Si j'ai un individu qui est fort en dos, on va chercher un peu plus des techniques qui vont solliciter le dos. Et encore une fois qu'on est dans le terrain, donc une fois qu'on est en compétition, cet individu-là part avec sa technique de base, mais en fonction de la situation dans laquelle il va se retrouver, il va devoir changer de technique. C'est-à-dire que si ce jour-là, il n'a pas de dos, il a plus de cuisses, il change de technique. Si ce jour-là, il a plus de grippe et que voilà, il a un dos fatigué, il doit changer de technique. Si ce jour-là, il n'y a pas de bol pour lui, il fait chaud, il s'arrache les mains très très vite, il faut encore adapter une autre technique.
Et donc, en fait, voilà le petit parallèle que je fais. Je ne sais pas s'il est exact par rapport à ce que tu expliquais, mais moi, ça me fait penser un petit peu à ça. C'est-à-dire que effectivement, on doit systématiquement, en tout cas pour notre sport, contextualiser la situation et l'individu. Voilà. Et que y a pas, moi c'est ce que j'explique tout le temps, il n'y a pas une technique universelle sur chaque mouvement. Il y a une base et après on adapte. Voilà. Et en plus de ça, avec l'âge et avec l'augmentation des performances physiques, ça change encore. C'est en perpétuel mouvement. C'est ce qui est super intéressant en fait. Si je peux rebondir là-dessus, Bah oui. il y a quelque chose pour moi, Nico, tu me parlais un petit peu de mon système d'entraînement, entre guillemets. C'est pour moi, la variation, elle est hyper importante. Alors, je tire ça à beaucoup de mes formations. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur le travail de Louis Simmons, de Westside Barbell. Et alors, il y a pas tout, je prends pas tout, mais il y a quelque chose que j'adore dedans, c'est le travail de mettre de la variation dans les mouvements. Parce qu'en fait, il y a un truc qui est important pour moi, c'est que, OK, dans mon sport, il va y avoir des patterns de squat. Mais ça sera jamais les mêmes. Et, un jour, je vais avoir les pieds larges parce que je vais arriver comme ça sur la situation. Un jour, je vais avoir les pieds décalés. Un jour, je vais être basculé vers l'avant. Un jour, je vais être droit. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais le terrain va faire que mon pattern, il est aléatoire en permanence. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que mes gars leur donner une base motrice suffisante pour qu'en fait, ils puissent être performants dans n'importe quelle situation de pattern de squat, dans n'importe quelle situation de pattern de hanche. Et peu importe le nom qu'on leur donne, on s'en fiche. Mais si on leur met assez de variations, je pense que du coup, ils sont capables de s'adapter automatiquement en respectant une seule et même chose. Une seule chose qui pour moi est importante, c'est le faire en sécurité. C'est qu'ils soient capables de générer de la puissance sur n'importe quel pattern aléatoire en sécurité, d'abord, parce que c'est la priorité. Et ensuite, d'être performant sur chaque. Mais vu qu'on ne peut pas tout bosser, il faut essayer d'être un petit peu d'organiser pour qu'ils aient des sollicitations qui puissent couvrir un maximum de choses et leur permettre de créer une intelligence motrice qui leur permette de s'adapter, numéro un, en sécurité et ensuite être performant. Moi, et la sécurité, pour moi, c'est le rachis. Pardon. Ouais. Non, parce que c'est très intéressant et en même temps, j'essaie de poser une question depuis 5-10 minutes sans l'oublier. Donc, en fait, dans le rugby, j'ai envie de faire un lien avec les neurotypes, mais ce n'est pas prouvé scientifiquement. Mais voilà, c'est juste, on retrouve, à mon avis, tu retrouves plusieurs types d'individus, des personnes qui sont prêtes à écouter et à aller vers de la compréhension de mouvement, et sans doute des personnes qui veulent arracher très vite, qui sont pas toujours prêts à écouter. Tu sens que c'est des personnes qui sont prêtes à envoyer du lourd très, très rapidement. Et j'ai vu via ton Instagram, après, de nouveau, il faut contextualiser que forcément, tu travailles avec des mouvements d'haltéro, qui a clairement son intérêt, mais est-ce que tu ne t'es pas retrouvé face à une problématique par rapport à tes joueurs quand tu dois apprendre un nouveau mouvement, surtout quand il y a une vingtaine de joueurs différents, que tu dois apprendre ce mouvement-là, en tout cas ce que tu as prévu dans la programmation, est-ce que ce n'est pas très difficile quelque part quand tu te retrouves face à 20 joueurs et faire 1 heure, 2 heures, 3 heures de travail juste technique par rapport aux objectifs que tu as planifiés sur le long terme, quoi. Ta question est super intéressante et elle amène pour moi, on va dire, 2 points. La première chose, théoriquement, on a affaire à des sportifs professionnels qui sont quasiment tous passés par des centres de formation. Théoriquement, je ne devrais pas avoir de problématiques techniques. Théoriquement, avec un gros T. OK. Donc ça, on devrait pas le retrouver. Et c'est fait partie des qualités d'adaptation. En fait, pour moi, ce que tu viens de dire, ça reprend la question que je me pose tous les jours, qui est coût-bénéfice. Le coût dans mon job, c'est le temps. 9 fois sur 10. Parce que je ne rentre même pas la blessure en ligne de compte, parce que si à un moment je mets blessure, ça ne va pas. C'est qu'il y a un problème. Donc, coût-bénéfice. On fait un sport à court terme, malheureusement.
C'est-à-dire que quand on a un joueur, il faut qu'il soit. Nous, nos intersaisons sont très courtes. Je parle pas, j'omets complètement le côté développement des jeunes joueurs. Je parle d'un joueur qui a un contrat professionnel et qui est dans une saison d'un club professionnel. T'as pas de temps pour apprendre, malheureusement. Très peu de temps pour apprendre. Ouais. Donc, passer des heures et des heures pour maîtriser un mouvement, c'est compliqué. Ouais. Alors que, en réfléchissant un peu, on peut trouver d'énormes choses pour faire. Enfin, pardon, je me suis mal exprimé. Tu peux trouver d'autres choses pour travailler la même zone de vitesse ou quoi. L'haltéro, pour moi, elle est absolument pas essentielle. Je vais peut-être choquer, mais pour moi, un bon prépa, c'est pas quelqu'un forcément qui fait l'haltéro. Tu peux très très bien travailler sans avoir d'haltérophilie. Parce que si tes joueurs ne maîtrisent pas, bah, tu vas perdre beaucoup de temps pour faire quelque chose qui soit correct. Et alors que si tu reprends s'ils maîtrisent des mouvements de forçat, en les modifiant un petit peu, en ajoutant des résistances accommodantes, tu peux arriver à bosser dans des zones de vitesse qui sont proches de celles de l'haltéro. Tu peux utiliser de la pliométrie, tu peux utiliser des jetés de medicine ball, des choses qui sont... C'est super simple. Et tu n'as pas besoin de te concentrer sur la partie technique. Après, pardon, je rebondis, mais ça m'amène à une autre réflexion. Désolé, c'est que il y a aussi ce côté culturel des joueurs, de l'attente des joueurs. Et il y a aussi, il est vrai, des joueurs qui pensent que s'ils ne font pas d'haltéro, ils vont pas être puissants. Donc, à toi aussi de rentrer un peu dans leur attente pour aussi, il faut les accrocher un petit peu. C'est un peu comme un client, quoi. Même si, donc voilà, il y a cette balance entre, pour moi, c'est absolument pas nécessaire, et répondre un peu à l'image qu'ils ont de leur entraînement. Parce que on a tous des stéréotypes. Jusqu'à il y a pas longtemps, tu pouvais pas dire que tu faisais des changements de direction si tu faisais pas d'échelle de rythme. Puis voilà. Après moult personnes qui ont argumenté pour dire que c'était pas forcément très bien ou nécessaire, on va dire, pardon. Fred Marcerou en tête. C'était son cheval de bataille pendant longtemps. Tu pouvais continuer à faire des changements de direction, de faire de l'agilité sans forcément mettre des échelles de rythme. Et les joueurs, maintenant, ça les gêne plus. Si aujourd'hui, tu as un club où tu entraînes où tu mets pas d'haltéro, bah, tu vas peut-être avoir des gars qui vont dire « Oh, mais on va pas être puissant. » Alors que c'est absolument pas obligatoire. Voilà. Il y a juste ce truc de dire des fois, il faut aussi correspondre à la culture qui a été faite avant toi. Comme le footing avec la boxe, où on a toujours dit qu'il fallait faire des kilomètres et des kilomètres à un boxeur, alors que le mec, il prépare pas un marathon, quoi. Ce qu'il a besoin, c'est de sprinter, quoi, un boxeur. Tu vois, il a besoin d'explosivité, il n'a pas besoin de faire 40 bornes, quoi. Mais si tu lui mets pas ça au départ pour un petit peu coller à ses attentes, t'accroches pas ton athlète. Pour lui, il n'a pas l'impression de travailler. Et donc, c'est important. Et par rapport, en fait, on va rebondir un peu sur l'haltéro parce qu'il y a le. Il se régale, lui. Hein. Non, mais moi, j'aime beaucoup échanger. Meilleur client, là. Non, mais moi, j'aime beaucoup échanger de toute façon à ce niveau-là et apprendre un petit peu des philosophies. Il n'y a aucun jugement de toute façon. Mais bien du contraire, c'est par rapport à l'haltérophilie. On parlait de l'haltéro. Et là, en fait, Stéphane me rejoindra peut-être, c'est que la kettle, c'est un dérivé de l'haltérophilie. Est-ce que tu en mets dans tes programmations? Parce que, allez, il y a tellement de bienfaits sur la kettle. On parlait d'explosivité. Bon, dans certains cas, ça peut être explosivité, endurance. Est-ce que ça t'arrive d'en mettre dans tes programmes d'entraînement ou est-ce que tu la délaisses un petit peu pour tes préparations? Eh ben, la première chose à faire, c'est de prendre en compte le contexte. Et le contexte, il est environnemental et il est matériel. Et c'est une réalité. Dans le club où je suis aujourd'hui, je n'ai pas de kettle. Voilà. Donc, je ne me pose même pas la question. Dans le club où j'étais avant, j'en avais fait l'acquisition. Oui, je l'utilisais. Pas d'épaulé, pas d'arraché. Pareil, question de temps-bénéfice. Ouais. Votre sport, la pratique de l'outil, c'est fantastique.
Mais le temps de coacher, et en plus, moi, je suis pas un expert. Et j'aime bien quand même maîtriser, avec des gros guillemets, maîtriser un petit peu. C'est pour ça que je m'entraîne. C'est être capable de parler de ce que je vais faire aux joueurs. Et juste le travail, placer sa main correctement pour effectuer un arraché correct, sans s'exposer le poignet, sans se taper la kettlebell sur l'avant-bras. Trop long. Trop long. Ouais. J'ai perdu tout le monde. C'est trop long. Et pour te faire un parallèle avec l'haltéro, parce que j'ai répondu, mais sans répondre à comment je faisais moi. Par exemple, sur mes joueurs de Narbonne, ils n'ont jamais pratiqué d'arraché à la barre. Jamais. Jamais. C'est trop long. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps pour. Il y a 1 million de manières de travailler dans cette zone de vitesse-là qui vont être plus rapides et moins problématiques. C'est clair. Voilà. Ensuite, je travaille moi quasiment exclusivement sur l'épaulé, départ genou et avec contre-mouvement. Parce que c'est un mouvement d'apprentissage plus simple, je pense, sur le clean. Ouais, et puis pour une question de transfert. Si tu veux, pour moi, je vais toujours à ce qui va être. C'est un peu la loi de Pareto, si tu veux. Il faut que ça corresponde à 80% des situations, quoi. Ouais. Et 80% des situations où tu utilises ton extension de hanche, tu as un pré-stretch avant sur un terrain de sport. Donc, quand tu sautes, tu vas avoir un pré-étirement avant pour sauter plus haut. Quand tu cours avant de faire un départ en sprint, nous, on ne sort pas des blocs. Hein. Donc, les mecs, ils ont une préaction vers l'arrière. Ils mettent la chaîne poste en prétention avant d'effectuer l'action. Donc, moi, je pars des hanches et on glisse la barre pour la remonter derrière, pour mettre cette prétention, pour que ça soit pour que ça soit spécifique, un petit peu plus spécifique. Ça, c'est un peu mon cheval de bataille. Sur l'haltéro. Pareil, très peu de consignes sur l'amplitude. En fonction de ta force de chaîne poste, tu vas descendre plus ou moins. Et de la charge aussi. Et ça permet autre chose. Ça permet à demander aux joueurs d'avoir les épaules qui partent vraiment en avant de la barre. Et alors, si les haltérophiles vont dire, oh là, ça va pas sur la situation de deuxième tirage, là, c'est pas forcément bon. Mais moi, je forme pas d'haltérophiles. Moi, je forme des mecs qui vont qui vont sprinter derrière et sprinter dans des conditions particulières. Je forme pas de sprinter non plus. Et pour moi, je pense que c'est plus intéressant d'avoir un buste très très incliné pour avoir un recrutement de la chaîne poste très important et pas du tout de tirer comme des haltérophiles. Donc, en fait, j'utilise de l'épaulé des par genoux avec contre-mouvement, mais ça ressemble presque à je sais pas, épaulé des par good morning ou, enfin, tu vois, on pourrait l'appeler, enfin, après, je m'en fiche, moi, des noms. C'est pas important, mais voilà, c'est même pas ça n'a pas de rapport avec l'haltérophilie parce que moi, j'ai aucun problème avec ce que les mecs frappent la barre, puisque ça veut dire qu'ils ont engagé leur bassin vers l'avant et que du coup, ils ont utilisé leur chaîne postérieure. Et si je veux faire de la triple extension parfaite verticale sur des sauts, c'est 10 fois plus facile pour moi qu'avec une barre. Donc, moi, voilà. J'aimerais juste te demander, en fait, d'un point de vue extérieur, parce que je suis allé plusieurs fois au rugby du Loup, là, à chaque fois que je travaille avec Benjamin, souvent on va là-bas et tout, je vois des fois les joueurs en train de s'entraîner et tout ça. Il m'avait montré des espèces d'aquabags. Il les mettait bras tendus justement au-dessus de la tête et il frappe dedans pour travailler l'isométrie de l'épaule. Et c'est ce que je lui avais dit. Je lui ai dit, mais pourquoi tu ne les fais pas marcher simplement avec une kettlebell au-dessus de la tête, voire 2 kettlebells au-dessus de la tête, quitte à slalomer entre des cônes et tout ça, et tu vas avoir un super résultat. Il m'avait dit, ah, c'est pas con et tout. Moi, d'un point de vue extérieur, alors c'est vraiment un point de vue extérieur, c'est une question que je te pose, c'est pour un joueur de rugby, est-ce qu'il n'y aurait pas justement ça à travailler si on prend 2 trucs importants et le swing, mais alors le swing lourd. Pas un swing, tu sais, sur de longues répétitions, un swing relativement lourd et qu'on va faire monter jusqu'à l'épaule justement pour avoir un swing complet et travailler l'intégralité du dos. Et justement, en faisant ce que tu sais, on a une façon de faire le swing un petit peu où on ramène les omoplates sur l'arrière pour vraiment solliciter à fond le trapèze, le rhomboïde et l'arrière de l'épaule. Est-ce que ce ne serait pas 2 trucs
avec les kettlebells qui serait le plus intéressant pour un joueur de rugby? C'est juste une idée qui me vient là. Oui, bien sûr. Alors, je vais te mettre deux bémols à tout ça. Mhm. C'est que pour que ça soit lourd pour des joueurs de rugby sur un swing, ça serait compliqué. Il va falloir trouver des kettles vraiment très lourds. Ah ouais, je parle de kettlebell lourde, mais tu sais, maintenant, on en Le trouve travail en double. 12 Hein. kilos, on en trouve, il y a cette espèce de thé là. Tu sais, Ouais, justement, c'est ce que je suis en train de chercher parce que là, j'ai essayé de bricoler une kettlebell et j'ai failli me tuer la dernière fois là. Et je ne sais pas si tu as vu, j'ai fait une kettlebell de 90 kilos avec des aimants, mais sauf que ça a lâché. Je suis parti en avant. Il y a une espèce de thé où tu mets des disques maintenant qui te ouais, permettent de monter très très lourd quoi, pour faire des swings. Mais juste pour faire des ouais. swings, hein, tu fais rien d'autre avec ça. C'était Ross, alors je vais mal Ross et prononcer son Namet. nom. Mhm. Ouais, exactement. J'ai vu faire ça des tonnes de fois. C'est génial. Donc ouais, ça serait. Après, c'est toujours pareil. Si tu vas dépenser, parce que c'est très cher. On vit dans un monde où la fente aujourd'hui, avec les confinements, elle a explosé. Surtout, Tu vas dépenser des fortunes pour faire des trucs qui sont super, qui vont t'amener de la variation, c'est sûr. Mais tu peux faire la même chose avec, enfin, tu peux avoir du stimuli avec une barre. Voilà. Donc oui, c'est super intéressant. Quand j'étais à Provence, j'utilisais pas mal les swings en rajoutant des élastiques mhm. pour avoir une surcharge sur Ouais. l'excentrique, puis pour alourdir, enfin, pour augmenter la résistance. Donc ouais, c'est une très bonne base. Sur tout ce qui va être stabilité d'épaule au-dessus de la tête, je suis pas que un grand fan pour les joueurs de rugby parce que déjà, ils n'ont pas énormément de situations avec, avec des maintiens au-dessus de la tête. La mêlée, non? Bah, c'est plutôt latéral, en fait. Ta liaison, elle est sur l'extérieur, Ah tu vois. oui. Ah ouais, ouais, Tu vas attraper, mais c'est un tirage, en fait. Même celui qui est là, il va venir ouais, tirer. ouais, Le verrouillage, il se fait vers l'intérieur. ouais. Et, euh, et en fait, on a une autre problématique, c'est qu'on a, et c'est pas bien, hein, mais c'est toujours pareil dans cette question de temps-bénéfice, tu as peu de mecs qui ont des épaules en bonne santé et tu as peu de gars qui sont capables d'avoir un placement correct au-dessus de la tête. Mais du coup, tu mets beaucoup de temps pour avoir une mobilité correcte. Il faut que tout le monde se déverrouille avant. Et pareil, temps-bénéfice, tu as besoin que ça soit rapide. Et, euh, et voilà. Et après, dans la classification, pour moi, tout ce qui est stabilité, ça doit. Tu parlais de Benjamin là, avec les aquabags. Je travaille énormément avec les aquabags. Et pour moi, c'est la finalité. Tu vois, ça reprend un petit peu. J'avais fait un podcast sur l'entraînement du corps, là, sur ma vision de l'entraînement du corps. Et au départ, c'est ça. Tu dois être capable d'être stable sur un truc très simple, puis renforcer avec des contraintes plus importantes. Et à la fin, être capable d'être stable dans une situation aléatoire. Et là, c'est là où l'aquabag est hyper Ouais. Ah, intéressant. il fait des trucs géniaux, Benjamin, avec l'aquabab. Il les fait courir, Ah, mais tu vois, avec un truc qui dépasse sur les. avec les vestes. Ouais, avec les Moi, vestes, moi, c'est top. moi, perso, ce mec, pour moi, il fait partie des mecs, tu sais, voilà, c'est des génies, quoi. Je m'assois, je l'écoute Il et est je me tais. inspirant. Il est super inspirant. Ah ouais, voilà, moi j'aime, d'ailleurs, d'ailleurs, ça fait déjà plus de 50 minutes qu'on parle, on va pas tarder à couper parce que mon truc il va s'arrêter, mais d'ailleurs, ouais, pour rebondir, ce podcast-là, j'espère que beaucoup de gens vont le regarder parce qu'il est particulièrement instructif. Et moi, c'est vrai que j'ai cette fascination quand je parle avec des professionnels de me dire, voilà, tais-toi, écoute ce qu'ils disent parce que et là, tout ce que tu nous dis depuis tout à l'heure, pour moi, c'est comme si j'étais à la fac, quoi. J'apprenais des trucs, quoi. C'est génial. C'est génial. En tout cas, ouais, franchement, top, 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 hein, ce que tu nous dis. Hein. Je sais pas ce que tu en penses, Nico, mais Ah si, bah on écoute, régale. moi, chaque podcast, c'est une formation. Donc voilà, quoi, il y a pas photo. Il y a deux possibilités de voir les choses. Hein. Soit tu fais parler ton ego, soit tu écoutes. Et bon, moi, pour le moment, je me régale. Quoi. Donc voilà, franchement, super. J'aimerais juste lui poser une dernière question parce qu'on est déjà à plus de 50 minutes et j'ai peur que ça Mhm. coupe. J'aimerais pas que ça coupe comme ça. Quel est pour toi le client type? Alors, le client type, entre guillemets, c'est-à-dire le joueur type, quand tu arrives, tu te dis putain, lui, ça va être du bonheur de travailler avec lui. C'est quoi le client type en fait? Je vais en avoir deux.
Moi, j'ai pas mal d'affection pour le travail sur les premières lignes parce que c'est tout ce que j'aime. Donc, le pilier, petit pilier des caractéristiques avec un cou qui est plus large que mes cuisses et qui est fort comme un bœuf et qu'il va falloir faire bosser pour avoir des indices de force monstrueux et un dos énorme pour qu'il casse la bouche à tout le monde en mêlée. Ça, j'adore. C'est le truc que j'adore. Et après, quand tu vois les athlètes qui arrivent avec, ils ont un taux de, t'as des arrières, ils ont un taux de masse grasse super. Tu vois que c'est affûté, ils ont des hanches super fines. C'est que ça va produire de la force de folie. Les mollets qui sont, il n'y a pas de mollet, il y a juste une boule derrière le genou. Que là, ça va envoyer du gaz et tu les vois marcher, tu sais, ils rebondissent juste en marchant. Ouais. Et là, je vais me faire plaisir parce que ça va produire des watts et ça va courir vite. Et voilà, j'aime bien les deux extrêmes. Mais si je devais vraiment choisir, j'entraînerais les piliers. Parce que moi, Ah. c'est ce que je préfère. Alors, pour la petite histoire, Benjamin, c'était quoi? C'était en 2016 ou 2015, je ne sais plus. Et il me dit, tu viens au rugby du loup, tu apprends le swing à toute l'équipe. Donc, j'avais tout le monde. J'avais les piliers, j'avais les avants. Tu vois, je me les tapais tous par groupe, en fait, un par un. J'ai commencé par les piliers. Ils m'ont détesté. Je leur ai fait finir par 10 minutes de swing. Et le groupe d'après, et d'ailleurs, il y en a un qui m'a dit, j'en peux plus et tout. Je lui dis, allez, tiens le coup, vous êtes une équipe et tout. Il me dit, toi, t'as fait une mêlée, toi, hier. Je lui dis, j'ai gueule à faire une mêlée, moi. Mais c'est vrai que des blocs, et je me rappelle que le groupe qui est arrivé après, ils m'ont dit, ouais, excuse-moi, il paraît qu'il faut faire 10 minutes de swing à la fin. Je dis, bah ouais, moi, vos coachs, ils m'ont dit qu'il fallait que je vous donne. Alors, vous terminez par 10 minutes de swing. Du coup, les groupes qui arrivaient après, ils étaient surmotivés. Tu as vu, ils se disaient, bon, ça rigole pas, tu as vu. Mais j'avais passé un super bon moment et je me rappelle plus qui c'est ce joueur, mais je l'ai revu il n'y a pas longtemps et j'arrive dans la salle et je vois un mec qui me regarde de travers et sur le coup, je dis, mais c'est qui? Et après, je percute, je dis, putain, c'est lui. Je crois qu'il s'est rappelé de moi. Et que si je me retrouvais un jour sur un terrain, il est possible qu'il me prenne pour un ballon. Ça laisse des traces indélébiles, hein, ça. Tiens, moi, c'est passé, c'était génial. C'est les gars que j'adore parce qu'ils bossent dans l'ombre. Personne ne les connaît. Tu te rappelles toujours des mecs qui t'appelaient du 10 qui t'appelaient pénalité, des mecs qui marquent les essais. Ces gars-là, personne ne les connaît. Ils produisent un taf de folie. Ils font le job qui est plus dur. Enfin, qui est plus dur. C'est différent, mais il y a moins de fun. Et sans eux, l'équipe, elle avance pas. Et ça, c'est génial. Puis, ouais, j'adore. J'adore. C'est clair. Bon, on va terminer là-dessus. Romain, ce qu'on va faire, c'est que tu vas me donner des liens. On va les mettre en dessous de la vidéo pour que les gens puissent suivre un petit peu ton actualité. Et il y a une dernière chose, parce que tu m'avais dit récemment que tu aimerais bien préparer un professionnel MMA. Et donc, si les gens qui regardent ce podcast et qu'ils cherchent un préparateur physique, voilà, il est là, Romain Guérin. Donc, ça intéresserait de travailler dans ce domaine-là. J'avais passé un message à Cyril Diabaté, mais je ne sais pas s'il a vu mon message sur Instagram. Et en tout cas, si on a un retour là-dessus, eh ben, voilà, sachez que Romain, il serait intéressé pour travailler un petit peu dans ce domaine-là. Est-ce que ça te dirait qu'on refasse un podcast d'ici un mois ou deux? Parce que je pense qu'il y a encore plein de choses à dire. Et moi, j'aimerais bien prolonger. Qu'est-ce que tu en penses, Nico? Ouais, moi, je valide. Il est chaud. Là, tu t'es fait un copain. Peut-être pour parler un peu plus, parce que là, on a parlé beaucoup de philosophie, attention, mais de mise en place de grands principes. Peut-être si vous voulez parler un peu plus spécifiquement d'entraînement et de contenu. Ouais, voilà, on définira un contenu ensemble et quitte à la limite, on pourra même demander un petit peu aux gens sur les réseaux sociaux ce qu'ils aimeraient savoir de quoi on parle. Et puis, on travaillera un contenu un peu plus spécifique et on se refera ça. Mais en tout cas, ça me tente bien. Un grand plaisir. Magnifique. Ok les gars, écoutez, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Moi aussi. Merci. Hein.